merci déjà pour ces compliments. C'est vrai aussi que le Legiverse, donc l'univers étendu de Leiji Matsumoto, permet justement, avec sa diversité de personnages, tout ce qu'il contient, permet justement de mettre un coup de focal sur parfois de l'action, parfois des émotions très fortes, de la relation de certains personnages les uns avec les autres. Donc c'est vrai que c'est un magnifique support à la base que d'avoir l'œuvre de Leiji Matsumoto comme point de départ pour réaliser cette trilogie. Donc, je suis content si en effet les 3 tomes qui sont assez différents les uns des autres. Le premier il est plus pour replacer un petit peu tout dans le contexte et puis présenter le nouvel antagoniste qui va arriver. Le deuxième tome est plus noir, plus introspectif, avec le travail sur un petit peu la fragilité des personnages. Et puis le troisième est forcément le dernier, avec le climax, le dénouement de l'histoire finale. Donc c'est vrai qu'ils ont des teintes différentes tous les trois, et c'est bien si en effet ça se ressent au travers de la lecture. Alors, elle date de 1995, à l'époque où je l'ai découvert en fait dans une émission qui s'appelait Télévisateur 2, qui était présentée par Cyril Drevet à l'époque. C'était une émission sur les jeux vidéo qui avait à la télé, c'était un ovni à la télévision à cette époque-là, et je l'ai découvert, je l'ai regardé parce que je savais que c'était un dessin animé des années 80 que j'avais dû voir comme ça rapidement au milieu de mon triptyque magique qui était Goldorak, Capitaine Flamme, Ministre 31. J'en avais pas trop de souvenirs d'Animator, et puis en le découvrant en 95, je suis tombé sur un petit bout du film Arcadia de ma jeunesse qui est absolument magnifique, qui est d'une tristesse incroyable, une grande mélancolie, une grande poésie. C'est le moment en plus où Albator se fait crever l'œil, au moment où il essaye de rejoindre Maya, sa bien-aimée. Et je suis tombé là-dessus, j'ai dit non mais c'est génial comme dessin animé. Ça, je veux absolument savoir ce que c'est et tout savoir là-dessus. Et c'était dans les années 90, donc il a fallu que je cherche plein de renseignements, tout ce que je pouvais trouver sur le personnage. Et c'est, je pense, cette quête de réponse à mes questions, et peut-être la frustration aussi de ne pas avoir toutes les réponses, qui a fait que ça a développé très certainement la passion que j'ai pour ce personnage-là. Après, la série, elle est absolument incroyable. Le manga de Leiji Matsumoto est extrêmement profond, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, il y a des niveaux de compréhension qui sont peut-être pas forcément des niveaux très accessibles pour l'enfant que j'étais en 1980, mais qui étaient beaucoup plus accessibles pour le presque adulte que j'étais en 95. Et ça m'a permis comme ça de découvrir les différents niveaux de lecture de l'œuvre de Matsumoto, et notamment la robotique, l'immortalité, l'écologie aussi qui est très très présente. Tous ces thèmes-là, je pense que je serais passé à côté dans les années 80. Donc c'était une bonne chose que je le découvre en 95, et depuis cette époque-là, ma passion, elle n'a cessé d'augmenter pour le personnage. J'ai toujours adoré le dessiner, et c'est vrai que même si je rêvais à l'époque peut-être d'un jour faire quelque chose dessus, c'est pas pour autant que en claquant des doigts ça allait se passer. Donc ça a été un long processus pour arriver un jour à travailler dessus. L'idée du scénario, elle vient tout simplement du fait que la distribution des rôles est un peu particulière dans Mémoire de l'Arcadia, parce qu'on retrouve les 3 entités qui sont présentées dans l'œuvre de base de Leiji Matsumoto, qui est le manga original de 77, avec le gouvernement, avec l'équipage de l'Arcadia qui tourne autour de la planète, et puis la troisième entité, c'est les Sylvidres, qui cherchent à reprendre possession de leur planète, puisque la Terre est finalement leur planète, leur colonie en tout cas. Et moi j'ai voulu inventer un 4e personnage, une 4e entité qui vient déséquilibrer déjà tout cet équilibre un peu précaire, qui est le personnage de Talika, qui va réveiller les 3 toutes premières Sylvidres qui sont arrivées sur la Terre il y a des millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme. C'est comme ça que le scénario est né, et forcément il prend position dans la série de 78 pour parler de l'animé, mais surtout dans le manga de Leiji Matsumoto, qui est celui qui porte sur les Sylvidres justement. Alors si je devais le placer de manière un peu chronologique, je dirais qu'il est autour de l'épisode entre 16 et 20 de la série animée de 78, au moment où Albator est encore autour de la Terre et s'apprête à partir un petit peu plus loin dans l'espace
pour essayer d'aller à la rencontre de l'armada royale de la reine Silla. Au tout départ du projet, on a eu la chance de rencontrer Akita Shoten, qui est notre partenaire japonais pour le projet, qui est un éditeur évidemment de manga là-bas. C'est lui qui édite justement la bande dessinée originale de Matsumoto sur le Capitaine Albator. Et clairement, quand on les a rencontrés, on a senti qu'ils étaient plutôt partants pour faire de la BD style manga, parce que comme ça, ils pouvaient peut-être plus facilement le sortir chez eux, puisque c'est prévu comme ça. Mais très vite, j'ai vraiment insisté pour faire un format qui est un format franco-belge, grand format et en couleur, pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'est un média que je maîtrise beaucoup mieux que le manga. Je pense qu'en termes de manga, ils ont largement assez d'artistes, un milliard de fois plus talentueux que moi pour faire du manga. Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce support. En revanche, le franco-belge, je connais un petit peu plus, et eux, un petit peu moins. Et c'est la possibilité aussi d'avoir une sorte de valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils ont l'habitude, eux, de faire sur leur sol japonais. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi c'est quelque chose d'assez important, parce que Albator, c'est avant tout chez nous une série animée en fait, qu'on a découvert à la télévision et pas en manga. Le manga est arrivé bien plus tard, en 96 ou 97 chez Kana, mais la série animée, elle date du début des années 80 chez nous. Et donc le souvenir des gens, c'est-à-dire le souvenir du public à qui on s'adresse avec Mémoire de l'Arcadia, au moins dans un premier temps, public de trentenaires, quarantenaires qui ont connu ça dans les années 80, c'est un public dont le souvenir est un souvenir télévisuel avec plein de couleurs. Et forcément, dans ce cadre-là, je trouvais que le format franco-belge parlait plus à ce public-là et correspondait plus aux souvenirs que les gens pouvaient avoir de la série. Donc c'est vrai que, pour répondre à la question, il y a en effet une influence manga, parce que forcément c'est un manga à la base, mais aussi en termes de découpage, parfois, avec des images un peu cassées, un peu tordues dans tous les sens, et dépendant aussi des lignes de vitesse que je mets sur mes images de fond, à bord perdu, mais malgré tout, ça reste un format franco-belge. Donc je dirais, autant de manga que de franco-belge, finalement. Je me suis imprégné du trait parce que j'ai appris à dessiner avec les mangas et avec les dessins animés d'Albator. Donc j'ai intégré un peu le trait de Leiji Matsumoto et aussi le trait d'illustres caractère designers comme Komatsubara, comme Nobuteru Yuki, etc., qui ont travaillé sur cette licence. Et en même temps, comme j'ai développé un style un peu personnel pour des projets plus personnels qui pouvaient être de Sweet Savage ou Surnaturel que j'ai pu faire en parallèle de tout ça, j'ai réussi à intégrer au milieu de l'influence de ces caractères designers ou de ces mangaka, j'ai pu rajouter une petite touche personnelle qui fait que j'ai la faiblesse de penser que l'Albator que je dessine est l'Albator signé Jérôme, mais pas une copie basique d'un Albator de Matsumoto, d'un Albator de Komatsubara, de Yuki, etc., quoi. Et donc c'est pas difficile de s'en imprégner, ce qui est difficile c'est de bien y glisser en effet les ingrédients personnels qui font que tu te démarques finalement un petit peu des autres, tout en étant le plus fidèle possible à l'œuvre originale, parce que c'est important que les gens retrouvent finalement le Albator qu'ils connaissent, le Albator qu'ils ont vu à la télévision et avec qui ils ont grandi dans les années 80. Waouh. Alors, le meilleur, il y en a plein, donc je vais en citer peut-être un ou deux. Je pense que le meilleur, ça doit être lorsque j'ai travaillé sur le tome 2 et que j'ai eu la possibilité de réaliser le rêve de Steli, le rêve d'Albator, où il voit Steli adulte et où il y a cette confrontation entre Albator dans quelques années et Steli qui a grandi et qui va peut-être plus forcément regarder Albator comme le sauveur, le papa protecteur, etc., mais qui au contraire aura eu une influence parfois lourde sur sa propre vie et sa propre liberté. Et c'était vraiment travailler sur les doutes, les fractures du capitaine Albator, plutôt que ses forces que tout le monde connaît, son côté impitoyable, sans merci, grand ténébreux, invincible, etc. Il est plein de qualités et de charisme,
Et j'avais justement envie de travailler justement sur ces faiblesses, au même titre que les autres personnages de l'Arcadia, qui chacun, les uns après les autres, sont confrontés justement à leurs pires souvenirs. C'est pas des cauchemars, mais c'est vraiment des souvenirs, quoi. Et ça me plaisait vraiment de travailler sur cette notion-là. Il y a aussi lorsque l'Arcadia sort de la dimension noire et de la glace près de Mégalopolis. C'était une image que j'avais avant même de commencer le projet. Donc, quand j'ai eu la chance de pouvoir la dessiner, je m'étais l'étais gardé vraiment pour la toute dernière image que j'ai faite du tome 2. Même si c'est pas la dernière image de l'album, je l'avais vraiment gardée pour finir entre guillemets en beauté avec celle-là. Ça, c'est un excellent souvenir aussi d'avoir l'autorisation d'intégrer le personnage de Metel dans le tome 2. Ça, c'était vraiment sympa aussi de la part de Matsumoto de me le permettre, parce que c'est un personnage qui est vraiment très très emblématique de son univers, et je trouvais que c'était bien le fait de le faire apparaître et en même temps lui donner le rôle de sauver le personnage à l'effigie de Leiji Matsumoto. Et après, le plus mauvais souvenir, il n'y a pas vraiment de mauvais souvenir parce que c'était un super projet, une superbe collaboration. Je dirais que la partie la plus compliquée, ça a été la réalisation du tome 3 pendant le confinement, parce que j'étais à peu près certain de ce que je voulais faire sur la première partie de l'album, j'étais à peu près sûr aussi de ce que je voulais faire sur la fin de partie. Il y avait des petites choses dont j'étais pas certain à 100% sur la partie centrale, enfin sur le moment où il va justement faire le sauvetage de la planète Terre. Il y avait des petits éléments scénaristiques dont j'étais pas certain, et du coup ça a pris du temps. Je suis revenu plusieurs fois sur les choses. À chaque fois j'étais un petit peu, je doutais toujours de telle ou telle décision, et et le fait que je sois entre guillemets bloqué par la fin que j'avais choisie, que je voulais vraiment comme ça, et qu'en plus j'avais réalisé d'un point de vue page, j'ai réalisé en fait, j'ai dessiné la fin avant de dessiner le milieu, pour essayer de gagner du temps, parce que le confinement ne permettait pas d'avoir autant d'aller-retour avec le Japon que ce qu'on pouvait avoir sur les autres albums. Ça a fait que l'organisation du travail a été plus compliquée, ça a été plus complexe à réaliser ce tome 3, et du coup c'est pas un mauvais souvenir, mais c'est peut-être en tout cas une difficulté que j'ai pu rencontrer dans sa réalisation. Mais bon, tout s'est bien terminé, donc, les wagons se sont bien raccrochés, ça c'est bien là l'essentiel, et j'ai réussi, j'ai l'impression, en tout cas à mes yeux, j'ai pu obtenir le fil directeur et l'émotion que je voulais faire passer. Les différents éléments scénaristiques que je voulais aussi intégrer ont pu être intégrés dans le sens que je voulais. Donc voilà, ça reste, je suis quand même très content du résultat final du tome 3, même si voilà, en coulisses, je sais que sa réalisation a été moins linéaire et beaucoup plus compliquée que les tomes 1 et 2 par exemple. Voilà, mais c'est rien en comparaison du grand plaisir et du grand bonheur qu'ont été la réalisation de ces 3 tomes. En tout cas, j'espère que ça se sent, et que vous-même de votre côté, quand vous serez amené à lire Mémoire de l'Arcadia, vous ressentirez toute l'émotion qui passe au travers des différents personnages. Et là encore, un grand merci à Leiji Matsumoto de nous avoir permis de faire cette aventure, et un grand merci de nous avoir donné un tel terreau si riche pour créer une aventure inédite pour son univers. Merci à tous.